Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver après cette pause estivale pour continuer à explorer tous les outils que nous avons à notre disposition pour mieux stratifier, mieux identifier les sous-groupes de patients dans le cadre de notre démarche de médecine de précision en psychiatrie. Et je suis aujourd'hui très heureuse de vous présenter quelqu'un que vous connaissez tous, mais je vais quand même le présenter, qui est Boris Chaumette. Boris, comme vous le savez, est psychiatre. Il est MCUPH à l'université Paris-Cité et il travaille à l'hôpital Sainte-Anne où il est responsable de l'unité Centre de référence maladies rares à expression psychiatrique. La raison pour laquelle on l'a invité aujourd'hui, c'est qu'il est aussi généticien. Et outre le fait qu'il a publié beaucoup de résultats en génétique, en particulier sur les marqueurs génétiques de transition vers la psychose, il participe très activement à l'action France Génomique, dans lequel il contribue à la détection de toute une série de marqueurs et de diagnostics et de tableaux cliniques dont qu'il va vous décrire. Et en plus de tout ça, il est, comme vous le savez, je pense, très impliqué dans la mise en place de la cohorte French Minds dans le cadre du PEPR ProPsy, et il a comme rôle de s'occuper de la mise en place de toutes les analyses génétiques que les prélèvements que les centres French Minds vont faire de leurs patients vont nous permettre d'analyser. Donc c'est, je pense, tout ça qu'il va nous raconter pour nous inciter à mieux utiliser la génétique et à mieux comprendre tout ce que ça nous apporte à nous, les docteurs. Boris, un très très grand merci et à toi la parole. Merci beaucoup Marion, merci à la Fondation Fondamentale pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter. Alors j'ai pris le parti de vous parler finalement un peu de recherche, mais surtout beaucoup de clinique. Parce que le message que je voudrais vous faire passer, c'est que la génétique, elle est déjà très utile en pratique clinique. On peut déjà faire énormément de choses. Et il ne faut pas se tromper de quelle génétique on met en place pour les patients pour mettre en place une psychiatrie de précision. Alors, volontairement, de manière provocative, au-delà des différents logos des institutions et des associations et des fondations à lesquelles je participe, je vous ai mis aussi une image un peu provocante. Vous voyez ici cette molécule d'ADN à l'intérieur d'une gélule, pour vous dire que c'est probablement une voie vers la thérapeutique, la génétique, même si on n'en est pas tout à fait convaincu. Et je commence avec cette diapo qui est publiée déjà depuis maintenant 10 ans, hein, qui est toujours confirmée, c'est que la génétique, ça aide au développement des médicaments. Et vous voyez que la chance de progresser pour un traitement entre la phase 1 et l'approbation, par exemple par la FDA, il est multiplié par 2 quand ça s'appuie sur des données. Alors, on va voir ensemble de GWAS, c'est-à-dire les variants communs, ou de maladies rares, les données qui sont dans OMIM. C'est-à-dire que faire de la recherche en génétique, ça aide au développement des médicaments. On a plus de chances qu'une molécule soit acceptée. Là, il y a une étude qui est complémentaire à celle-là qui a été faite en 2023 qui montre que 2 tiers des médicaments qui sont approuvés par la FDA aujourd'hui le sont parce qu'il y a un rationnel génétique derrière, que ce soit dans le domaine du cancer, mais aussi dans plein d'autres domaines, les maladies rares aussi. Et donc, ça illustre bien que quand on a une cible génétique, on a une meilleure chance d'avoir des traitements mis sur le marché. Globalement, la médecine de précision, c'est d'essayer de passer d'une zone un peu grise, dans laquelle on ne fait pas de différence en termes de catégorie ou de sous-groupe, et essayer de mettre du patchwork de couleurs. Alors, il faut voir si c'est très coloré, est-ce qu'il y a des choses qui resteront probablement en gris, et puis combien de couleurs différentes il y a. Alors là, je vous en ai mis 4 pour illustrer un peu les choses, et puis l'idée, c'est ensuite de pouvoir séparer les genres en sous-groupes. Alors, pourquoi la génétique pourrait aider à faire ça? D'abord parce que les maladies psychiatriques sont extrêmement génétiques. Là, je vous prends l'exemple de la schizophrénie, qui est à peu près autant génétique que l'autisme. Le trouble bipolaire, c'est un petit peu moins que la schizophrénie, et la dépression encore un peu moins. Mais globalement, autisme et schizophrénie, c'est les deux grandes maladies pour lesquelles derrière, on estime 80% d'héritabilité. Et on le voit bien, puisque quand on regarde un peu les familles, souvent, ces histoires-là, elles se savent dans les familles, il y a plusieurs cas, il y a des agrégations. Et vous voyez par exemple que deux vrais jumeaux qui ont 100% de leur ADN en commun ont 50% de risque partagé, c'est-à-dire qu'il y en a un, si l'un a une schizophrénie, l'autre a 50% de risque d'avoir une schizophrénie. Donc ça veut dire que la génétique, elle joue un rôle énorme, elle multiplie par 50 le risque quand on a 100% de l'ADN en commun. C'est pas 100%, ce qui veut dire qu'il y a une part quand même de aléatoire, une part d'environnement,
mais il y a quand même un poids extrêmement fort de la génétique. Vous voyez même, par exemple, sur ce que des fois les parents nous demandent, hein, moi j'ai une schizophrénie, est-ce que je peux avoir un enfant? Bah, si vous êtes enfant d'un parent atteint, votre risque, il est un petit peu moins que 10%, dont 10% pour simplifier. C'est-à-dire qu'il y a 90% de chances que l'enfant n'ait pas de schizophrénie, mais il risque par contre d'avoir souvent d'hyperactivité, des problèmes neurodéveloppementaux, voire de développer d'autres types de maladies. Donc, il y a quand même un fort poids de la génétique, et la génétique, elle est à peu près commune entre les différents troubles psychiatriques, même s'il y a des spécificités évidemment. Quand on voit des chiffres comme ça épidémiologiques, ça veut dire qu'on est dans le cas de maladies, on va dire, non mendéliennes, c'est-à-dire que la transmission est complexe et qu'il y a plusieurs types de facteurs génétiques derrière. Et classiquement, on représente les choses de cette façon-là. On dit qu'il y a une fréquence dans la population qui est importante et une taille d'effet. Donc vous voyez, ça s'explique par les théories de l'évolution, mais un variant qui a un fort effet sur la maladie, qui donne un gros risque, par exemple, de développer une autisme, une schizophrénie, il va être assez filtré par l'évolution et donc finalement il va être assez bas dans la population générale. Donc vous avez vraiment sur cette partie à gauche ici des variants rares qui ont un effet important, qui vont multiplier par 30, 40, 50 fois le risque de développer un trouble psychiatrique. C'est très intéressant, je vais vous en parler dans une deuxième partie, mais je voudrais d'abord commencer par ces variants fréquents là qui sont à droite. Vous voyez que la fréquence de la population elle peut être de 5, 10, 20, 30, 40%, et ils ont un tout petit effet, ils vont multiplier par 1,1, 1,2 le risque de développer une schizophrénie. Ces polymorphismes-là, ces variants fréquents avec un effet faible, ils ont été très étudiés jusqu'à présent, et quand vous lisez des articles scientifiques sur la génétique, c'est souvent ces variants-là qui sont décrits. Et en fait, pourquoi ils ont été très étudiés? Parce qu'ils sont assez simples à repérer. Donc, je rappelle un peu, c'est quoi la double hélice d'ADN, vous savez, la succession des lettres A, T, C, G. Et par exemple, imaginez là, il y a un G qui est transformé en T. Bon, d'accord, donc ça, c'est le changement d'une lettre sur l'ADN qui est assez fréquente à cet endroit-là du génome. Et donc, on peut faire des statistiques assez facilement. Ce qu'on a représenté par les Genome-Wide Association Studies. Donc, par exemple, vous prenez 1000 patients avec une maladie, 1000 personnes qui n'ont pas la maladie, on va appeler des contrôles, et vous regardez la proportion de lettres à cet emplacement-là. Vous voyez, par exemple, sur cette lettre-là, à cet endroit-là, chez les contrôles, c'est à peu près équivalent entre C et T. Par contre, il y a une surreprésentation de la lettre C à cet endroit-là pour les personnes qui souffrent de la maladie. Et donc, vous évaluez une P-valeur, une valeur P d'association de cette lettre-là avec votre maladie, et vous en dérivez un autre ratio, donc une taille d'effet de ce polymorphisme sur votre maladie. Donc, par exemple, ça vous donne des jolis diagrammes comme ça qu'on appelle un Manhattan plot. Hein, c'est parce que ça représente pour les Américains les tours de New York. Et donc vous avez pour chacun des chromosomes, chromosome 1 jusqu'au chromosome 22 et le chromosome sexuel X, vous avez une série de plusieurs milliers, voire millions de marqueurs qui sont étudiés, de polymorphisme. Et plus vous êtes haut, plus votre p-valeur est grande. Plus votre significativité est grande, plus votre p-valeur est petite. Ce qui veut dire que les grands pics que vous voyez, ça représente des gènes qui sont extrêmement associés ici à la schizophrénie. Vous voyez un espèce d'énorme pic sur le chromosome 6, ça c'est le CMH, le complexe HLA, qui est extrêmement associé. Et puis vous voyez plein d'autres pics, là, en vert, qui représentent beaucoup d'autres gènes. Aujourd'hui, dans la dernière étude publiée en 2022 dans Nature, c'est à peu près 250 gènes différents qui ont été associés. Mais chacun de ces gènes, il porte des polymorphismes qui sont fréquents dans la population. Il y a peut-être 30-40% des gens qui l'ont. Et chacun augmente un tout petit peu le risque. Vraiment très légèrement, en dessous de 1,2 d'autres ratios. Donc, les gens ont eu l'idée de dire, OK, il y a plein de marqueurs qui ont été associés, ils ont tous un petit effet. Peut-être que c'est la somme de ces marqueurs qui fait qu'on explique le risque. Et donc, on a calculé des scores polygéniques, donc je vous ai mis la formule ici, donc c'est assez simple finalement. En fait, vous faites une addition, vous dites, est-ce que le patient est porteur de ce premier polymorphisme à risque? Vous pondérez ça par l'autre ratio, et vous divisez par le nombre de marqueurs qui ont été considérés. Donc, c'est un score qui a l'intérêt que c'est quantitatif pour un individu et que ça suit une loi normale. Et donc, par exemple, vous représentez ça sous la forme d'une courbe de Gauss ici, et vous voyez cette femme ici, elle a un score qui est situé dans cette partie-là de la courbe de Gauss. On a tous envie de se dire, tiens, elle est quand même un peu déviante par rapport à la moyenne de la distribution, donc elle est quand même plutôt à risque de faire une schizophrénie. Oui, mais si vous regardez
les courbes des cas et des contrôles, vous êtes dans cette configuration-là. C'est-à-dire que les courbes se chevauchent énormément. Et donc, la patiente qui était ici, quand vous regardez, finalement, elle a autant de chances d'être un cas qu'un contrôle. Donc, c'est extrêmement répliqué, les scores polygéniques. Ça donne de très belles histoires et ça permet de tester beaucoup de choses parce que c'est un score qui est facile à manipuler, qui est additif, facile à calculer, qui est facile à corréler avec plein de variables. Le problème est qu'en pratique clinique, on ne peut pas en déduire grand-chose puisqu'on a autant de chances d'être un cas en contrôle quand on est à cet endroit de la distribution. Donc, la Société internationale de psychiatrie génétique a émis des recommandations concernant ces tests polygéniques en expliquant que, même s'ils étaient très intéressants en termes de recherche, il ne fallait pas recommander l'usage de ce type d'informations pour identifier des individus à risque, ni pour le diagnostic. Évidemment, il se réserve la possibilité que d'autres modèles, plus tard, peut-être des modèles aussi d'interaction, puissent être utilisés. Mais pour l'instant, il est assez clair que ces scores polygéniques sont extrêmement intéressants pour comprendre des choses, pour faire des études de grande association, mais à l'échelle individuelle, ça n'a pas de retombée pour le patient. En revanche, ces variants fréquents avec un effet faible, ils peuvent être très intéressants dans un autre domaine, qui est le domaine de la pharmacogénétique. On n'est pas tous égaux face aux effets des traitements. On n'est pas tous égaux face au métabolisme des médicaments. On peut être, par exemple, métaboliseur rapide, donc c'est-à-dire que quand on donne un comprimé de médicament, le foie va le dégrader très vite, en particulier certains cytochromes, et donc on va avoir une faible dose finalement du médicament. Donc il vaut mieux augmenter la posologie dans ce cas-là. À l'inverse, on peut être métaboliseur lent, donc le cytochrome marche moins bien, il dégrade moins les médicaments, et le médicament s'accumule. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux réduire la posologie, parce que sinon on risque d'avoir des effets secondaires et des phénomènes de surdosage. Et un autre champ qui est aussi présent dans la pharmacogénétique, c'est la question qu'on n'est pas tous égaux face aux effets secondaires. Par exemple, la granulocytose sous clozapine, ça a l'air d'être extrêmement lié au système HLA, de même que les réactions cutanées sous antiépileptiques. Hein, Steven Johnson et Lyell, quand on a la lamotrigine, c'est aussi lié à certains variants du HLA. Et donc, si on connaît a priori la caractéristique génétique du patient sur un certain nombre de gènes, on peut éventuellement prédire les risques d'effets secondaires graves ou prédire l'adaptation des doses. Alors ça, c'est une piste qui est extrêmement intéressante, qui commence à être quand même maintenant bien avancée, et il y a même des consensus de cette Société internationale de psychiatrie génétique sur l'usage des tests de pharmacogénétique, qu'il faut évidemment mettre régulièrement à jour, et donc il y a même un consortium de pharmacogénétique qui dépasse même le champ de la psychiatrie, avec des recommandations grade A ou B, sur lesquelles il y a une action à faire avec le gène en fonction de différents médicaments. Grade C, c'est moins prouvé, et puis grade D, on laisse tomber parce que les associations ne sont pas robustes scientifiquement. Par exemple, ce qu'on fait, nous, à Sainte-Anne, c'est qu'on a des patients qui ont eu un séquençage d'ADN et on réutilise les données qu'on a générées pour tester une liste de traitements. Vous avez ici, par exemple, un nombre de traitements, à peu près une vingtaine de traitements de psychiatrie. Et vous avez, pour cet individu-là, s'il est métaboliseur lent sur certains cytochromes, plutôt rapide mais sur d'autres mécanismes, est-ce qu'il y a un risque d'effet indésirable selon les traitements, etc. Vous voyez qu'en fait, il y a à peu près une quinzaine de gènes qui sont étudiés et avec un rapport qui est personnalisé. Et quand on regarde la présentation qu'on a souhaité avec le laboratoire, c'est de faire un travail qui est un peu prémâché pour le clinicien, où vous voyez que, par exemple, ce patient-là, pour la clomipramine, il risque d'être métaboliseur lent et donc d'accumuler le médicament. Et donc, il faut probablement diminuer un peu la dose d'entrée, aller plus doucement dans la titration, alors que, par exemple, sur un traitement comme la fluvoxamine, on n'a pas de problème. Et donc, si on veut aller sur cet IRS-là, on aura moins de soucis probablement à l'introduire. Et donc, on peut comme ça regarder traitement par traitement, là où il y a des recommandations, et faire ce type de rapport. Alors, c'est intéressant parce que ça nous fait rentrer dans une nouvelle façon de stratifier les patients. Pour l'instant, on sait qu'on a une population hétérogène sur le métabolisme. On administre à l'aveugle, en fonction des habitudes qu'on a dans le service, en fonction de ce qu'on imagine de la réponse du patient. Pour certains patients, ça marche très bien, une très bonne réponse. Pour d'autres, il y a une mauvaise réponse. Pour d'autres, il y a un effet secondaire. Et le problème est qu'on arrive à un schéma essai-erreur. J'essaye un traitement, ça ne fonctionne pas, je laisse tomber, je passe à un autre, ça ne fonctionne pas, etc. Et donc, en fait, on fait perdre du temps au patient, on l'expose inutilement aux conséquences néfastes, éventuellement d'un surdosage ou d'un effet secondaire potentiellement grave.
Et on a un système de soins qui souffre aussi un peu de ce temps, avec des hospitalisations supplémentaires, avec des conséquences sociales, de désinsertion, etc., pendant toute la période où le patient n'est pas traité. Donc l'idée, c'est d'arriver rapidement à la bon traitement, à la bonne dose pour le patient. Et vraiment, c'est ça, c'est l'idée de dire, si j'avais un test pharmacogénétique, par exemple, très tôt, je pourrais décider quelle est la dose standard et obtenir une réponse satisfaisante. Pour quel patient, il faudrait plutôt ajuster la dose pour obtenir une réponse satisfaisante, et puis pour lesquels il faudrait absolument éviter ce traitement, parce que là, il y a un gros risque d'effet secondaire. Donc c'est vraiment ça l'idée d'arriver sur une histoire de stratification, et ça, c'est quand même une promesse qui est assez atteignable, si ce n'est qu'il y a des écueils à cette pharmacogénétique. C'est que la pharmacogénétique, elle ne nous dit pas toute l'histoire. En particulier, elle ne nous dit pas s'il y a d'autres mécanismes qui pourraient entrer dans le métabolisme des médicaments. Alors, il y a eu des essais quand même dans la vraie vie. Hein. C'est cette belle publication qui a été faite sur les tricycliques. Donc, c'est des collègues qui sont aux Pays-Bas qui ont fait ça. Ils ont randomisé les patients en deux groupes. Donc, ils prennent 125 patients qui vont randomiser, et il y en a 62 qui vont recevoir le traitement comme d'habitude, c'est-à-dire on les passe d'un ISRS à un traitement tricyclique comme on ferait selon les recommandations classiques, et 63 autres, donc c'est vraiment bien balancé en termes d'effectifs, qui vont recevoir le même schéma thérapeutique, mais adapté à leur pharmacogénétique. Donc c'est pharmacogénétique informed treatment. Donc en gros, on dit ce patient-là, il est métaboliseur rapide, il faudra peut-être aller plus rapidement à une bonne dose. Celui-là est métaboliseur lent, il va falloir qu'on diminue la vitesse d'introduction du traitement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien démontré que dans le groupe dans lequel on a l'information de pharmacogénétique, on arrive beaucoup plus vite à la bonne dose thérapeutique. Et c'est significatif entre les groupes. Donc ce qui veut dire que on accélère la vitesse à laquelle le patient va être dans une bonne dose thérapeutique sur le plan sanguin. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne change pas significativement la réponse au traitement. Et ce qui est logique, le patient qui doit répondre au tricyclique, il répondra de la même façon au tricyclique. C'est juste que dans un cas, on allait plus vite à la bonne dose et on a potentiellement évité aussi le fait qu'on ait surdosé le patient. Mais la réponse en tant que telle, elle n'est pas changée. Les effets secondaires, par contre, sont moins fréquents et moins sévères. Ça, c'est statistiquement significatif. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas toute l'histoire et il y a beaucoup de choses qui doivent interagir dans le métabolisme. Et ça, je vous présente des résultats d'une startup, mais qui, depuis, a un peu lâché ce créneau-là. Et il y avait des limites sur l'étude, mais ça avait le mérite au moins de prendre beaucoup d'informations en considération. Il y a évidemment l'âge du patient. Il y a le poids à la taille, évidemment, le débit de filtration glomérulaire, le fonctionnement hépatique. Toutes ces informations-là, elles sont importantes. Si on est fumeur, si la personne est enceinte, tout ça, ça compte dans le métabolisme des médicaments. Donc, ça ne peut pas être juste la question de la génétique. Donc, si vous voyez que là, ici, dans la modélisation qu'on a fait pour cette patiente-là, on avait des informations sur la génétique. Et donc, d'après cet algorithme, qui je vous dis n'est pas validé, et à mon avis, il y a des écueils dans cet algorithme-là, quand vous regardez, vous modélisez sur cette patiente-là en particulier la prise de dépakine, par exemple, matin et soir. Et vous voyez, d'après le modèle, que la dépakine, elle va d'abord être absorbée par l'organisme, puis elle ne va pas être à la bonne dose, donc elle va être en dessous de la ligne verte. Et puis ensuite, au bout de 2-3 jours, la concentration va être dans la zone thérapeutique entre la zone verte et orange. Et vous voyez que la patiente, elle ne monte pas au-dessus de la ligne orange, donc elle n'est pas exposée à un surdosage. Donc ça, c'est intéressant, mais je vous dis, ce n'est pas quelque chose de validé, c'est quelque chose qu'il faudrait très probablement valider. En tout cas, c'est une bonne stratégie pour visualiser l'information et essayer de faire une prédiction qui intègre la génétique, mais qui ne soit pas l'alpha et l'oméga pour la génétique. C'est-à-dire qu'on sait que d'autres facteurs rentrent en ligne de compte. Et puis surtout, un autre problème, c'est la question des interactions entre les molécules. Imaginez que la patiente, elle prenne de la paroxétine et du valproate, qui ne sont pas métabolisés par le même cytochrome, donc il n'y a pas d'interaction directe entre les deux. Donc vous avez un rapport qui vous montre qu'il n'y aura pas d'interaction, les AUC entre les deux sont à 1, il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Par contre, maintenant, si vous faites modifier le génotype du patient et qu'il est il est métaboliseur plus lent, par exemple, sur la paroxétine, sur le cycle de D6, la paroxétine va augmenter.
Donc, vous pouvez essayer de commencer à voir des interactions et l'effet d'interaction avec les cytochromes. Et regardez par exemple une interaction qu'on connaît bien, qui est l'interaction entre clozapine et fluoxétine. Là, pour le coup, non seulement le génotypage du cible de D6 va avoir un effet, hein, vous voyez ici 1,5, et puis en même temps, la fluoxétine, on sait qu'elle est bloqueuse du cytochrome de D6, vous voyez qu'ici il y a un signe négatif devant, et donc du coup, la fluoxétine, elle va en plus faire qu'on ralentit le métabolisme par le cible de D6. Donc, vous avez une interaction entre les molécules via le cytochrome qui lui-même est médié par la génétique. Donc, c'est des modèles comme ça auxquels il va falloir qu'on arrive. C'est des modèles où on arrive à intégrer toutes ces informations-là, car pour l'instant, c'est encore assez préliminaire pour pouvoir donner une recommandation très pratique sur l'utilisation. C'est-à-dire que les rapports de pharmacogénétique que je vous ai montrés et qu'on utilise, ils donnent une information. Ça peut aider à la décision médicale, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la prescription. Donc la pharmacogénétique, c'est intéressant. Il va falloir intégrer avec d'autres informations. Et l'autre question qu'il va falloir répondre, c'est beaucoup de gens l'utilisent pour les patients résistants. Et en fait, finalement, on se rend compte que la question, elle n'est pas tellement de le proposer une fois que les patients ils sont passés par 10 médicaments et qu'ils ont été éprouvés un peu par les soins. Il faudrait plutôt la mettre en place probablement dès les premières consultations. Et donc ça, c'est encore une autre question, c'est-à-dire qu'on le mettrait quasiment en première ligne dans les stratégies de prise en charge des personnes. Ça pose encore d'autres questions en termes de financement. Donc ça, c'est tout ce que je pouvais vous dire à peu près pour l'instant sur les variants fréquents avec un effet faible. Donc ce qui est à droite du tableau, hein. Donc les GWAS et les scores polygéniques, très intéressants en recherche, pas d'applicabilité. Mais par contre, il y a des choses à tirer du côté de la pharmacogénétique. Et puis ensuite, vous avez ces variants rares avec un effet important. Et ça, on rentre dans un autre monde, on rentre dans le champ des maladies rares. Et donc, c'est ce dont je m'occupe essentiellement au centre de référence maladies rares. Et là, je vais vous détailler un petit peu les choses parce que là aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'apports de la génétique. Même si ça peut nous sembler être des histoires de chasse, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Dans ces variants rares, il y a deux types de variants rares. Il y a les changements d'une lettre. Donc, c'est comme les polymorphismes tout à l'heure, sauf que là, cette fois, c'est rare dans la population et ça va changer le codon et ça va changer l'acide aminé qui est codé derrière et donc potentiellement la fonction de la protéine. Et puis, vous avez des copy number variations, des variations de nombre de copies. Souvent, je prends l'exemple du livre avec les patients. Je leur dis, bah, en fait, vous avez un livre qui est entier, sauf à un endroit où il va vous manquer des pages. Et donc, c'est ces pages-là qui étaient importantes pour le développement de votre cerveau. Et donc, on l'appelle une délétion chromosomique. Ou à l'inverse, vous avez des pages qui ont été photocopiées trop de fois. Et donc, vous avez une duplication. Et ça aussi, ça peut poser des problèmes sur le plan psychiatrique. Aujourd'hui, on attrape toutes ces variations par un seul test. Donc, c'est assez. Avant, vous avez une liste de plusieurs tests. Aujourd'hui, il y en a un qui marche et qui marche très bien. C'est le séquençage de l'ADN. Il faut imaginer qu'on va marcher sur l'ADN et chaque fois qu'on arrive devant un nucléotide, donc une lettre, on va synthétiser la lettre complémentaire. Donc, le T est toujours en face d'un A, le G est toujours en face d'un C. Donc, chaque fois qu'on marche sur l'ADN, l'enzyme fabrique le nucléotide qui est de l'autre côté pour le brin complémentaire. Et donc, ça libère de la fluorescence. C'est cette fluorescence qu'on attrape et on sait qu'à tel endroit, il y avait la lettre G ou A ou C, etc. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement, du coup, on a l'enchaînement des lettres, donc on peut voir s'il y a le changement d'une lettre, mais que par moment, on peut attraper ces délétions duplications. Ça, je vous montre aussi l'exemple d'un vrai patient qu'on a analysé avec les généticiens. Vous voyez ici, donc, il y a normalement, il y a deux allèles, un chromosome du père et un chromosome de la mère. Vous voyez que ce patient-là, sur le début, là, en violet, il n'a plus qu'un allèle à un endroit. C'est-à-dire que sur cette portion de chromosome, qui est ici le chromosome 8, il a une délétion, il manque un bout de chromosome, donc il n'a plus qu'une seule copie. Et vous voyez que, par contre, à d'autres endroits, il a 3 ici, donc il a 3 allèles, ça veut dire qu'il a une duplication chromosomique. Et donc ce patient, au niveau du chromosome 8, il a bien une délétion en 8p23, que vous avez ici, et une duplication sur 8p21, etc. Donc du coup, vous avez, par cette question de fluorescence, d'intensité lumineuse, etc., le compte du nombre d'allèles, et vous pouvez assez facilement voir s'il y a une délétion duplication. Donc le test, il marche pour lire les lettres, pour savoir s'il manque des chapitres. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs débouchés à la identification de ce genre de variant. D'abord, en réduisant la stigmatisation. Il y a quand même beaucoup de patients qui viennent nous voir en disant, vous savez, docteur, j'étais pas bon à l'école, c'est de ma faute. Et puis à l'adolescence, j'ai eu une mauvaise fréquentation, et c'est pour ça que j'ai une maladie. Et de toute façon, tout le monde me dit que c'est de ma faute, etc. Là, si vous replacez le débat à un autre niveau en disant,
il y a eu des choix de vie que vous avez faits, et ça, vous les avez faits, et on ne va pas revenir en arrière, mais il y a aussi une grande part de biologie qui prédétermine les gens à des propensions à tomber malade. Et donc ça, une vulnérabilité, ramener le terrain sur la vulnérabilité biologique, ça fait beaucoup de bien aux patients, aux familles qui sont culpabilisées. On l'a vu dans l'autisme, hein, on a complètement changé de regard sur les parents à partir du moment où on a compris que c'était biologique. Et donc on inverse le raisonnement des gens. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est le canard boiteux de la famille, vous êtes quelqu'un qui avait fait aussi bien que ce qui était possible, malgré vos difficultés biologiques, malgré le handicap avec lequel vous êtes parti. Ça change beaucoup de choses dans la compréhension des gens et dans la représentation qu'ils ont de leur maladie. Même quand on ne trouve pas de variant génétique. J'étais assez surpris, les patients à qui j'expliquais ça, ils disent, peu importe si on fait le test, peu importe si on trouve quelque chose derrière, ce que vous m'avez dit m'a déjà donné à penser pour redéfinir ma maladie et qui je suis. La deuxième chose, c'est que ça permet le conseil génétique. Imaginez ici, vous avez la mère qui est malade, le garçon qui est malade, vous pouvez être en droit pour le frère et la sœur de savoir s'ils vont avoir des problèmes de santé. Vous pouvez aussi avoir des questions de l'entourage de ces frères et de cette sœur qui vont vous demander, alors est-ce que si j'ai un enfant, il risque d'être comme mon frère, etc. Comment on répond? Soit on répond en disant, statistiquement, on sait que dans les familles, il y a un sur-risque. Donc n'hésitez pas, si un jour vous avez des enfants, il faudra qu'ils viennent consulter dès qu'ils auront un problème. On fera de la prévention ciblée chez ces enfants-là dans des familles pour lesquelles il y a des troubles psychiatriques. On leur fera aussi de la prévention en termes d'usage, par exemple, du cannabis, en disant, dans votre famille, il y a déjà des histoires psychiatriques, donc s'il y a du consommation de cannabis, il y a encore plus de risques de développer un trouble psychiatrique. Mais si je n'ai pas identifié d'histoire génétique précise dans la famille, je ne peux pas leur répondre plus que ça. Alors que si j'ai un variant qui est identifié, je peux être très clair dans la réponse. Je vais vous montrer des exemples après pour que ça vous parle un peu plus. On peut prévenir les comorbidités avec une approche du patient dans sa globalité, parce que les gènes ont un effet dans le cerveau, mais peuvent avoir un effet dans d'autres organes. On appelle la pléiotropie. Il peut y avoir une atteinte cardiaque, une atteinte respiratoire qui peuvent être liées au même variant que le variant qui donne le trouble psychiatrique. Ça, c'est important à savoir. Et puis, on va voir comment on peut développer des prises en charge spécifiques. Alors, peut-être un cas clinique pour s'entraîner un peu, un homme de 28 ans, donc antécédent personnel, vous voyez des choses plutôt Snow du Pylor, c'est presque un peu banal maintenant, quelques problèmes de gestion de la colère, et puis quelques problèmes sur le neurodéveloppement. Au fond, quand même, il a une scolarité qui est particulière, et il travaille en ESAT. Et ce patient, il présente une anxiété généralisée, des symptômes obsessionnels et compulsifs avec des vérifications, il commence à développer un sentiment de persécution vis-à-vis de sa mère. Donc ce patient-là, il est orienté pour une demande d'intervention précoce. Est-ce que c'est un trouble psychotique qui démarre? Est-ce que c'est autre chose? Ce qui nous met tout de suite la puce à l'oreille, c'est que vous voyez, dans les tests neuropsychologiques, il est quand même assez bas et il y a cette histoire de neurodéveloppement qui est assez marquée. Lui est là où il y a la flèche, le papa est décédé et la maman est là. Et il y a une sœur qui, elle, demande un conseil génétique en disant, mais est-ce que moi, si un jour j'ai des enfants, ils seront comme mon frère? Parce que quand même, c'est très difficile d'élever un enfant comme mon frère. Il se trouve qu'on détecte des mutations dans le gène de l'acidurie méthylmalonique avec homocysteinurie de type cobalamin C. Alors, au-delà du nom barbare de ça, qu'est-ce que ça fait? Ça, quand vous avez perturbé le gène MMACHC, vous avez une difficulté dans le cycle de l'homocystéine et vous avez une accumulation d'homocystéine. L'homocystéine, je sais que beaucoup d'entre vous le dosent, moi je ne dose plus personnellement, parce que le rendement de doser l'homocystéine est extrêmement faible, on trouve rarement des choses vraiment significatives. Chez ce patient, on a fait le test après avoir fait la génétique. Parce qu'on avait l'anomalie génétique, on s'est dit, on va vérifier, on va doser l'homocystéine. Et là, elle était franchement augmentée. Donc là, on avait la maladie rare qui était évidente. L'intérêt est qu'il y a un traitement pour ça, par des vitamines, pour essayer de faire mieux tourner le cycle des folates et le cycle de la méthylation. L'autre point qui est intéressant pour lui, c'est que c'est une maladie donc, qui est connue, donc on l'a orienté vers la neurologie, qui est traitable, et que lui, c'était au début des choses. Donc on a aussi orienté en néphrologie, puisqu'il peut y avoir des conséquences néphrologiques, et en ophtalmo. Et surtout, on a mis fin à une errance diagnostique, on a arrêté les investigations, on a dit, bon, ben voilà, c'est bon, avec la génétique, on a attrapé tout, on a évité de faire peut-être 500 tests différents dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qu'il avait. Et surtout, on a rassuré la sœur, parce que c'est une transmission autosomique récessive. Elle n'est pas malade, donc elle n'est pas porteuse des deux allèles avec la mutation. Et donc, elle est au pire porteuse d'un seul allèle, mais à moins qu'elle rencontre un autre homme qui serait porteur d'une anomalie dans le même gène, qui est quand même
une probabilité extrêmement faible, elle n'a pas de problème pour faire un enfant. D'ailleurs, elle a fait un test génétique, ça a été rassurant pour elle, et elle a enclenché une grossesse. Deuxième exemple, une femme, 24 ans, donc pas de choses extrêmement particulières en termes de neurodéveloppement pour elle, en tout cas initialement, mais dans ses antécédents, on note une anorexie mentale depuis l'âge de 19 ans et des idées suicidaires, des scarifications. Et finalement, quand les gens reprennent, l'histoire il confirme le fait qu'il y ait un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, puisqu'elle est en école d'ingénieur. Ça se passe plutôt bien sur le plan des apprentissages pour elle, même si effectivement elle est en difficulté dans les interactions sociales. Au niveau de sa dépression, elle est tellement sévère qu'elle est quand même traitée par eskétamine. Et honnêtement, la patiente, elle m'a été envoyée parce que les collègues, ils sont un peu systématiques dans le service et qu'ils savent que trouble du spectre de l'autisme, même sans déficience, moi, je pousse assez pour faire des tests génétiques quand les patients sont demandeurs. Et elle était demandeuse pour une raison, c'est qu'elle dit, moi, je voudrais des enfants, alors pas tout de suite parce qu'il faut d'abord que je me remette de ma maladie, mais je voudrais bien avoir des enfants et je ne voudrais pas qu'ils passent par le même parcours de vie que moi. J'y vais sans trop y croire et je fais un test qui est le test du syndrome du X fragile. C'est des répétitions de lettres. On a des répétitions à cet endroit-là, un chromosome X, c'est CGG, la répétition, généralement en dessous de 55. Et puis pour certains patients, il y a une expansion de ce nombre de répétitions qui peut rendre l'endroit du chromosome fragile. C'est pour ça qu'il se casse, c'est pour ça qu'on parle du syndrome du X fragile. Cette patiente-là, elle a cette répétition et ça donne ce qu'on appelle le FX-PAC, donc les conditions qui sont associées à cette prémutation du X fragile, avec anxiété, dépression, autisme, fatigue, risque de maladie auto-immune. Il passe souvent des fois pour des personnes qui ont des troubles de personnalité, il passe pour des personnes qui ont des fibromyalgies, et en fait, c'est possiblement des histoires génétiques derrière qui expliquent le neurodéveloppement et qu'il faut pouvoir repérer. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique de ça. Par contre, cette patiente-là, elle a un risque d'infertilité parce que ça donne des ménopauses précoces. Donc, elle, on répond à la question de pourquoi elle a ces troubles. Et en même temps, puisque la question avec laquelle elle venait nous voir, c'était je veux des enfants après, on lui dit madame, il y a un risque que vous ayez des problèmes de fertilité, donc on va faire une congélation de vos ovocytes pour vous. Et comme vous êtes porteuse de cette mutation-là, si un jour vous voulez des enfants, on pourra même tester les embryons pour réimplanter ceux qui ne sont pas porteurs de la mutation. Donc c'est quand même pour elle une victoire énorme parce que du coup on lui explique tout et en plus on prévient la suite. Et évidemment on arrête les investigations médicales, on a le diagnostic et on s'arrête là. Un dernier cas clinique, puis après je vous montre un peu les choses, c'est cette patiente-là, donc je vous donne toute la réponse, c'est une schizophrénie résistante malgré IRM cérébral et EEG normal. Et ce qui nous met sur la voie qu'il faut faire un test, c'est qu'elle a une voix nasonnée, des difficultés scolaires et des infections ORL à répétition. Et ça, maintenant, c'est assez bien connu que c'est associé à la délétion 22q11. Même quand il n'y a pas d'autres problèmes, hein, parce que dans le syndrome, il y a aussi parfois des problèmes cardiaques, mais pas toujours. Et ces patients-là, ils développent une schizophrénie. Vous voyez ici les chiffres. Alors, ils viennent souvent avec des problèmes d'anxiété, d'autisme, d'hyperactivité. Puis vous les voyez à l'adolescence entrer, pour un certain nombre d'entre eux, vers une schizophrénie. Hein. Pas tous, heureusement. Hein. À peu près 40% auront des troubles psychotiques au cours de leur vie. Mais il y a quand même quelque part une question aussi d'intervention précoce qui devrait être développée chez eux. Et vous les voyez rentrer comme ça jusqu'à l'âge d'à peu près 25-30 ans là, dans une schizophrénie. Après, ça se stabilise, avec même des essais thérapeutiques qui ont été faits de prévention de ça. C'est des collègues suisses qui ont fait ça avec les oméga-3. L'effet n'est pas majeur. Il y a d'autres molécules qui sont cours d'être évaluées. On participe à une étude, par exemple, sur l'évaluation des sérotoninergiques dans ce syndrome-là, comme prévention, parce qu'il y a un effet important du stress probablement dans l'apparition des symptômes. Et donc, c'est des choses qui vont permettre des interventions ciblées sur ces personnes qui portent une anomalie génétique. On sait maintenant le développement des enfants, à quel moment il faut qu'ils rencontrent le cardiologue, le psychiatre, l'immunologue, parce qu'il y a des atteintes aussi au niveau du thymus qui peuvent provoquer des difficultés de maturation des cellules lymphoïdes T. Et on a même développé la recherche participative avec l'association de ces patients-là. C'est des patients qui sont souvent résistants aux antipsychotiques, qui en plus ont un surrisque de Parkinson. Et donc, c'est des patients pour lesquels on a tendance à aller rapidement vers la clozapine. Mais la clozapine est pourvoyeur, comme vous le savez, d'un abaissement du seuil épileptogène et donc éventuellement de crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie que les patients ont parfois parce que la délétion, elle occasionne aussi d'épilepsie. Donc,
on essaie d'être assez prudent avec une surveillance EEG. On ajoute un antiépileptique en même temps que la clozapine chez certains patients. Voire la clozapine, vous savez qu'il y a l'histoire toujours de la granulocitose, on est assez vigilant parce qu'ils sont déjà en aplasie thymique, donc il y a besoin des fois d'une surveillance spécialisée pour ces numérations formules sanguines. Vous voyez qu'en fait, là, même si on n'a pas un traitement qui est déterminant dans cette maladie-là, on aménage la prise en charge, on a des recommandations qui sont assez claires pour le suivi de ces patients. Et vraiment, je reprends sur les points, réduire la stigmatisation, ça c'est important, on leur explique pourquoi, on leur fait de la psychoéducation, permettre le conseil génétique. Hein. Imaginez une maman, là, elle est atteinte, le garçon plus jeune, il est atteint aussi. Si les deux autres ne sont pas porteurs de la délétion, eux, leur risque de développer une maladie psychiatrique, il n'est pas plus que la population générale, et ils peuvent avoir des enfants qui ne seront pas porteurs. C'est quand même assez rassurant aussi, et ça, c'est important de le dire, la génétique, ça peut permettre de rassurer. Et puis, c'est des patients pour qui on a des possibilités de surveiller surtout le calcium, parce qu'il faut y penser, les problèmes cardiaques, et voir d'avoir des prises en charge personnalisées avec des programmes de psychoéducation ou des recommandations internationales. Autre exemple, syndrome de Prader-Willi, des patients qui ont une autre anomalie, cette fois au niveau du chromosome 15. On sait qu'ils sont à risque d'apnée du sommeil, donc on évite les benzodiazépines. On sait qu'ils sont très à risque de prendre du poids, donc on évite les antipsychotiques. Et on a repositionné une molécule qui s'appelle le topiramate. Et on s'est même rendu compte qu'il y avait plusieurs formes de Prader-Willi et qu'en fonction de l'anomalie, soit une délétion, soit une disomie maternelle, soit une méthylation, on n'avait pas les mêmes réponses au topiramate. Il était plus efficace dans les cas de délétion et mieux toléré aussi dans ces cas-là. Donc les cas de dysomie, on fait un peu plus attention quand on doit mettre ce traitement, mais c'est un traitement qui diminue l'impulsivité et l'hyperphagie, tout en réduisant et aussi les problèmes de comportement. Donc voilà un levier possible. Je vous enchaîne quelques cas un peu pour vous mettre en bouche, mais autre exemple, syndrome de Phelan-McDermid, délétion du chromosome 22 cette fois, mais la partie terminale, partie Q13. C'est des patients qui ont plein de difficultés dans l'enfance, mais qui en gros ont un tableau d'autisme avec déficience et grosses difficultés dans le langage. Et à l'adolescence, ils passent pour des tableaux de bipolaire-like avec des agitations, avec des éléments de catatonie. Et on a fait un essai sur la stimulation transcrânienne à courant continu avec une bonne efficacité chez ces patients-là. Et on essaie de les repérer le plus tôt possible pour éviter que la catatonie s'installe. Autre élément, le syndrome de régression dans la trisomie 21. On a longtemps pensé que la trisomie 21, il y avait une surexpression de la protéine APP, hein, c'est la même protéine que pour Alzheimer, ce qui est vrai, puisque ce gène-là est situé sur le chromosome 21. Donc, c'est des patients qui font des Alzheimer précoces, souvent à 40 ans. Mais on voit des fois des patients qui sont atteints de régression, qui perdent l'usage de ce qu'ils avaient appris, perdent leurs acquis, très jeunes. Des fois, ça arrive à 15-20 ans. Et à ce niveau-là, ce qu'on appelle le Down Syndrome Regression Disorder, et en fait, c'est extrêmement lié à des problèmes auto-immuns. Et donc, il y a eu une publication par une équipe américaine où ils ont fait des perfusions d'immunoglobuline dans ces cas-là, avec une récupération sur les échelles de catatonie, sur les échelles de fonctionnement neuropsychiatrique, même sur la rapidité à la marche. Et on est très content d'avoir pu faire la première patiente traitée par immunoglobuline intraveineuse à l'hôpital Sainte-Anne, en collaboration avec l'Institut Jérôme Lejeune et Robert Debré. Une patiente qui vraiment était extrêmement catatonique, qui répondait pas du tout au Temesta. Et vous voyez que pendant le traitement, chaque fois qu'on traite, en fait, elle diminue ses symptômes de catatonie. Et dès qu'on arrête le traitement, elle rechute. Et il y a vraiment un effet qui se maintient un petit peu dans le temps, mais dès qu'on espace un peu les perfusions d'immunoglobuline, elles rechutent. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a une cible immuno dans cette situation. Vous allez me dire, d'accord, Boris, c'est des histoires de chasse, même si c'est beaucoup de maladies rares différentes, mais ça représente combien de patients ce qu'on se raconte là? Est-ce que ça représente 1, 2, 3, 4 patients? En fait, mis bout à bout, ça va commencer à représenter un petit paquet. Dans la déficience intellectuelle, c'est 50 à 60% des cas. Dans l'autisme avec déficience, on trouve dans 30% des cas. Et l'autisme sans déficience, à peu près 9-10% des cas. Et dans la schizophrénie, c'est extrêmement variable. Donc, je vous ai fait un petit tableau résumé. Vous voyez que schizophrénie tout venant, il y a 1,4% de délétion et 5,7% de mutation ponctuelle. Donc, ça veut dire quand même que ça fait autour de, mettons, 6-7% des patients dans la schizophrénie tout venant. Mais vous augmentez vos chances de détecter quelque chose quand vous êtes dans des formes très neurodéveloppementales ou de résistance ou de début très précoce.
Et donc, si on regarde ce qu'on a en France, on a maintenant la préindication dans le plan France Médecine Génomique 2025 sur ce qu'on appelle les troubles psychiatriques majeurs. C'est quelque chose que je coordonne avec Romain Ray, qui est lui sur la plateforme de Lyon. On a mis des critères qui sont assez vastes pour vous permettre d'y accéder sans difficulté. Et on est capable aujourd'hui d'identifier dans ces patients avec des formes quand même plutôt sévères et neurodéveloppementales, ou à l'inverse des patients qui ont des formes très dégénératives de schizophrénie ou de troubles bipolaires, des variants rares qui expliquent les choses dans à peu près un tiers des cas. Il y a un tiers des cas où on trouve une maladie rare en dessous, un tiers où on trouve des choses dont on ne sait pas comment tout à fait interpréter la pathogénicité, ce qu'on appelle les variants de signification incertaine. C'est à peu près un autre tiers. Et puis un tiers de cas où on n'a absolument rien à se mettre sous la dent pour expliquer les troubles. Donc ça, c'est maintenant assez bien fait, c'est assez bien coordonné sur le plan national. Donc ça, c'est assez facile d'y accéder et vous devriez avoir aucun blocage pour pouvoir prescrire ça vous-même. Il y a juste une plateforme dans laquelle il faut vous connecter, il faut prendre un petit peu le coup au début et il y a une question de transport de tube à régler. Mais ça, on peut vous aider, Romain et moi, à mettre ça en place. Et ça va nous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Avec toutes ces avancées, dans la schizophrénie, c'est vraiment là vraiment où on a le plus avancé. On a un tableau un peu complet maintenant, aujourd'hui, des gènes qui sont importants. Vous voyez d'un côté ces variants que je vous ai dit, qui sont des common variants, des variants fréquents dans la population avec un effet très faible, ces variants en bleu ici, ça c'est les études de GWAS. Vous voyez à l'inverse les délétions duplication chromosomique qui sont en vert ici, donc plutôt très rare, hein, 0,001%. Donc ça fait 0,1% de la population qui porte ça au maximum, voire parfois une personne sur 100 000 ou une personne sur 1 million. Par contre, avec un effet qui est très fort, ici vous voyez, le 22q11, on est entre 50 et 100 d'Ox ratio. Et donc, du coup, vous avez maintenant ce beau panorama, les variants communs, les délétions duplication, et même en rouge maintenant, les mutations ponctuelles de certains gènes. Par contre, vous voyez qu'il nous manque un peu ici des choses intermédiaires, parce que c'est beaucoup plus difficile à attraper statistiquement. Et donc, pour la stratification, c'est difficile. On a d'un côté des variants dont à part la pharmacogénétique, on a du mal à faire quelque chose en clinique, et de l'autre côté, des variants rares, mais qui vont concerner un petit nombre du patient. Mais bout à bout, ce n'est pas si peu nombreux. On est vraiment dans le même cas que dans l'autisme. Euh, Aujourd'hui, on parle quasiment plus d'autisme. Quand vous allez dans un congrès, on parle d'un syndrome par syndrome. Donc, vous avez le syndrome d'Angelman, le syndrome d'X fragile, le syndrome de Phelan-McDermid. Et donc, les personnes ont un diagnostic génétique obtenu par séquençage. Donc, vous avez l'identification de sous-groupes liés à cette maladie rare. Et puis après, vous avez tout ce qui va dérouler, les modèles animaux, les organoïdes, les IPS et l'essai de traitements spécifiques, les oligonucléotides antisense, les modulateurs glutamatergiques, etc. Donc, on arrive à de la médecine personnalisée. Évidemment, si on prend chacune des maladies rares individuellement, elle est extrêmement rare, donc on a peur qu'il faille développer un traitement par maladie rare, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est le cas, parce que ça veut dire qu'on a des milliers d'années de recherche devant nous. Par contre, il est possible que plusieurs maladies rares soient sur les mêmes voies. Par exemple, si vous regardez ici, vous avez GRIA3 et GRIN2A, c'est deux maladies rares séparées, mais elles touchent toutes les deux des gènes du glutamate. Donc peut-être qu'à un moment, il va y avoir un point de convergence entre ces différentes maladies rares et qu'on trouvera des leviers pour traiter des groupes de patients qui sont avec les mêmes maladies rares. En conclusion, voilà ce que je voulais dire. Donc, on met un peu de couleur. Pour l'instant, on est encore un peu dans la zone grise et on a des traitements symptomatiques. L'idée, c'est quand même avec la génétique de passer vers la détection de maladies rares. Peut-être le cas bleu, on adaptera les traitements en fonction des comorbidités. C'est par exemple la délétion 22q11. Cas violet, repositionnement de molécules, c'est par exemple le topiramate dans le Prader-Willi. On n'aurait pas utilisé un antiépileptique pour traiter des troubles du comportement ou des symptômes psychotiques à première vue, mais dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Donc, on repositionne des molécules qui sont faites pour autre chose. Parfois, on va commencer à développer des traitements spécifiques. Hein. Ça existe. Par exemple, dans l'autisme, il y a des cas très, très flagrants avec les oligonucléotides antisense, des choses comme ça. Donc, on a des traitements qui vont être spécifiques de la maladie rare. Et puis, un certain nombre de patients, on n'aura pas mis de couleur pour eux. Ce sera des traitements classiques, sauf qu'on pourra toujours essayer de faire de la pharmacogénétique. Et donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de mettre en place dans le PEPR qui va démarrer très, très prochainement en termes de cohortes et de données. Et donc, il y a deux méthodes qu'on va privilégier, la pharmacogénétique, avec l'idée qu'il va falloir la mettre en place et essayer de mettre en place des outils qui aident à la prescription pour tout le monde.
Et puis une approche très génétique, détection de maladies rares et implémentation de ça en vie réelle. Et donc ça, c'est quasiment déjà faisable, mais il y a encore évidemment des centres où ça va coincer. Il va falloir qu'on aide à mettre ça en place. On est loin de tout connaître dans ces variants-là, donc il va falloir continuer à faire de la recherche pour détecter encore plus de variants et pouvoir en plus comprendre mieux la physiopathologie, groupe de maladies rares par groupe de maladies rares. Le PEPR Propsy, du coup, dans cette cohorte Frenchman, il y aura toutes les données qui nous seront nécessaires. Ça va du génotypage et du séquençage de génome, à la méthylation de l'ADN, au séquençage de l'ARN, à la protéomique, à la spectrométrie de masse. Donc, on aura la chance unique d'avoir un énorme jeu de données sur lequel on va jouer. Alors, on va jouer astucieusement, c'est-à-dire qu'il y aura probablement plusieurs questions qui vont être possibles de poser et qu'il va falloir répondre. Et l'enjeu, c'est quand même de transformer durablement les soins, alors en s'appuyant sur la recherche, en s'appuyant sur les connaissances, en s'appuyant sur un effort commun, puisque c'est un énorme chantier que ce PEPR qu'il va falloir qu'on relève tous ensemble. Mais je pense que, et j'espère que grâce à cette présentation-là, je vous ai montré tout ce qui était possible, tout ce qui allait être ouvert par ces nouveaux champs dans la génétique. Alors, si ça vous intéresse, évidemment, je fais un tout petit peu d'autopromo, vous pouvez acheter mon livre qui reprend un peu tout ce qu'on s'est dit là et qui normalement est assez vulgarisé. Mais il y a aussi des parties beaucoup plus scientifiques pour ceux que ça intéresse. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis évidemment, pour nous contacter pour les histoires cliniques, je vous ai mis l'adresse du CRMR Psy si vous voulez nous référer un patient, que vous avez des difficultés. On n'aura pas forcément la solution, mais on peut aider à en parler. Ça fait déjà du bien d'être à plusieurs cerveaux à réfléchir sur des situations complexes. Et puis évidemment, pour des questions aussi plus scientifiques ou pour que je vous aide si vous avez des difficultés localement à organiser des tests, j'ai aussi mis mon adresse personnelle. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop difficile de tout suivre parce que j'ai essayé de vous donner beaucoup d'informations sur tout ce qui était possible aujourd'hui en psychiatrie génétique. Aucune inquiétude, c'était parfait. Un très très grand merci pour cet effort très didactique pour qu'on puisse se prendre tous par la main et oser faire de la génétique, parce qu'on est encore beaucoup trop frileux, sûrement pas dans les pays voisins, mais en France malheureusement, où on passe à côté de diagnostics qui sont pourtant, tu l'as très bien montré, extrêmement utiles, puisque non seulement il y a des conséquences diagnostiques, mais aussi on l'imagine très facilement pour la vie des patients et la vie de leur famille et de plus en plus sur le plan thérapeutique. Donc j'espère que on est tous convaincus que pour tous nos patients, cette démarche, alors je sais qu'il n'y a pas tellement de moyens que ça sur France Génomique, mais néanmoins, peut-être qu'il faudrait, Boris, comme première question, qu'on revienne sur les critères dont je sais que tu œuvres pour les étendre, mais peut-être qu'on pourrait commencer dans les 10 minutes qui restent à rappeler à nos collègues les indications qui permettent d'avoir accès à tous ces tests facilement pour nos patients. Alors, quand même, au passage, Marion, juste pour une fois, on peut faire un petit cocorico. C'est sûr que les collègues croient beaucoup plus que nous à la génétique, mais on a une chance unique dans le monde d'avoir ce plan. Honnêtement, je n'ai pas d'autres exemples en tête de pays qui ont permis un accès rapide au séquençage de génome en pratique clinique, dont en psychiatrie. Donc là-dessus, on a un vrai atout. Faut le dire un peu parce que on a toujours l'impression qu'on fait moins bien que les voisins, mais sur cette question-là, on a un tout petit peu d'avance. Et c'est vrai que sur les critères, Marion, donc les critères, on les a voulu assez larges, on les a discutés avec Romain pour qu'il n'y ait pas de blocage pour une situation sur laquelle vous voudriez faire des tests génétiques. Vous diriez, bah, on n'est pas exactement dans les clous. Le cas avant, il y avait des critères qui étaient assez stricts. Il fallait un critère drapeau rouge de tel type, un critère drapeau rouge de tel autre. On a un peu laissé tomber ça. Et je vous laisse voir, c'est surtout donc, âge de début précoce. Donc ça veut dire que c'est plutôt des formes qui commencent, on va dire, avant 15 ans, mais on est assez ouvert sur les âges. Résistance au traitement, ou alors des effets indésirables et précoces. Hein. C'est par exemple un patient qui reprendrait 1 mg de risperdal et qui serait bloqué. Ça, c'est très généralement qu'il y a une histoire derrière neurodéveloppementale et génétique. Quand il y a un trouble neurodéveloppemental associé, évidemment, trouble du spectre de l'autisme, trouble du développement intellectuel, c'est le nouveau nom de la déficience intellectuelle, trouble des apprentissages, scolarité spécialisée, beaucoup de chances de trouver des choses. Les troubles cognitifs ou moteurs en faveur d'une origine neurodégénérative, alors ça, c'est évidemment, on sait qu'il y a des troubles cognitifs dans les maladies psychiatriques, mais imaginez un patient bipolaire de 50 ans qui a déjà des difficultés extrêmement avancées sur le plan cognitif, ça laisse quand même penser qu'il y a une maladie neurodégénérative et potentiellement derrière.
Dysmorphie ou maladie organique faisant évoquer une origine génétique. Donc ça invite vraiment à poser des questions sur les antécédents non psychiatriques pour les patients. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on arrive à faire le diagnostic. On dit tiens, il a un problème rénal, puis il a un problème pulmonaire, et puis il a un problème psychiatrique. Soit le patient a 3 fois pas de chance, soit il y a une cause unique qui explique tout, et ça vaut le coup d'aller faire de la génétique. Les antécédents familiaux de troubles psychiatriques ou les cas isolés au sein de la famille, vous voyez que alors là, vous ouvrez la porte à tout parce que s'il y a des antécédents familiaux, vous imaginez qu'il y a quelque chose qui s'égrège dans la famille, donc il y a un variant qui est transmis. Mais à l'inverse, si personne n'est atteint dans la famille et qu'il n'y a que la personne qui est malade, bah, c'est aussi autre chose. Ça peut être une mutation qui est que chez la personne, ce qu'on appelle une mutation de novo. Et celles-là sont encore plus simples à trouver d'ailleurs, puisqu'on compare l'ADN de l'enfant et des deux parents. Et donc, du coup, les cas isolés aussi, ça doit nous faire penser qu'il y a une histoire psychiatrique. Imaginez, tout le monde fonctionne bien dans la famille, ils font toutes des grandes études, sauf un qui passe pour le petit canard boiteux. Bah, quelque part, ce petit canard boiteux, c'est peut-être lui justement qui a la maladie rare qu'on va facilement trouver. Et puis les présentations atypiques du trouble, on l'a laissé involontairement un peu flou à discuter quand vous prescrivez, mais on sait que les hallucinations visuelles, c'est quand même plutôt rare en psychiatrie. Les épisodes de confusion, ça laisse penser qu'il y a une maladie métabolique qu'on peut attraper par le séquençage. Les catatonies, ça, on ne sait pas bien. Aujourd'hui, toutes les catatonies, quelles sont leurs causes? Il y a des formes auto-immunes très claires, il y a des formes qui impliquent aussi des gènes du neurodéveloppement. Donc, vous voyez que c'est assez large, ça se fait beaucoup de patients. Mais l'idéal, c'est de se lancer avec des patients qui sont plutôt sévères au début. Pourquoi? Parce que vous allez avoir aucun blocage sur le fait qu'il faut faire les tests. Et puis, il y a une vertu pédagogique de ça. C'est-à-dire que tant qu'on on ne s'est pas lancé, on se dit, bon, je le ferai un jour, et puis je ne sais pas si ça va bien marcher. Et puis les équipes sont un peu dubitatives, les infirmiers disent, mais pourquoi on lui fait des tests à ce patient, etc. Et une fois que vous avez un patient qui a eu l'anomalie génétique, après, tout le monde y pense. On se dit, ah oui, c'est vrai, ce patient-là, c'est vrai, en fait, on a relu 30 ans de son histoire. Grâce à ce test, on a compris ce qu'il avait. Et donc, du coup, il y a une vertu pédagogique aussi au sein des équipes à commencer par des formes qui sont plutôt sévères et à trouver des résultats qui changent les choses pour le patient. Donc si vous devez commencer, lancez-vous avec des cas sur lesquels vous avez plus de chances de trouver, je pense. Parfait. Est-ce qu'on a une idée du nombre de collègues qui utilisent et qui prescrivent les tests aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on pourrait progresser et comment on pourrait faire progresser ça? Ça augmente très régulièrement, mais je sais qu'il y a maintenant des collègues qui s'y sont mis. Donc, dans plusieurs villes, c'est vrai qu'on pourrait faire une cartographie des gens qui prescrivent de manière régulière et puis essayer de comprendre aussi les points de blocage pour les autres. Et des points de blocage qui sont le fait de ne pas oser se lancer, de ne pas savoir faire, ça j'entends tout à fait, on peut guider sur les premières fois. Il n'y a pas de frein économique, ça c'est important de le dire, parce que les tests dans le cadre du plan France Médecine Génomique sont entièrement couverts. Donc, ce n'est pas l'hôpital qui paye, ce n'est pas le patient, ce n'est pas qui que ce soit. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de l'avoir en tête. Parce que des fois, quand on pense génétique, on pense coût, etc. Donc ça, il faut vraiment l'enlever de la tête. C'est pris en charge 100% par une enveloppe spéciale, le plan France Médecine Génomique. Et donc, la plupart du temps, on ne sait pas tellement comment s'y prendre, on a peur de ne pas être assez accompagné. C'est vrai que je le redis, moi je le fais régulièrement de guider un peu les collègues quand ils veulent le faire. Et puis, une fois que vous avez prescrit, que la génétique a été faite, que vous avez réussi à envoyer le tube avec le bon transporteur au bon endroit, ce qui quand même arrive, enfin, je veux dire, ça se rôde une fois ou deux, puis après c'est bon. Ensuite, le séquençage est fait et vous avez un médecin spécialiste, un médecin biologiste qui analyse les résultats et qui vous donne un résultat avec le compte-rendu pour le patient et qui peut même discuter le résultat avec vous. Et pour des cas qui seraient un peu difficiles, on peut faire une visio, on en fait régulièrement avec Romain, et on peut vous mettre dedans pour discuter, variant par variant, s'il y a besoin de discuter. Mais en tout cas, le travail est mâché, c'est pas à vous de faire l'interprétation, évidemment, des résultats. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez prescrit le test génétique, c'est vous qui le rendez au patient pour une raison simple, c'est que le patient, c'est avec lui que vous avez, entre guillemets, contractualisé. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a dit s'il était d'accord ou pas pour le test et ce qu'il voulait comme résultat. Donc c'est logique que ce soit le prescripteur. Mais après, on ne laissera jamais les collègues en difficulté. Et s'il y a besoin, on fait ça à plusieurs. Oui, c'est ce que c'est quelque chose qu'on pourrait déployer dans les centres experts de façon peut-être plus systématique que ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait pas maintenant, mais réfléchir à diffuser systématiquement des petits flyers qui décrivent la procédure, les critères, etc.
On peut peut-être demander à notre équipe com de nous aider pour ça. Donc, on se en parle. Bon, j'arrête de poser des questions toutes les 2 secondes. Qui est-ce qui a une question qui veut poser soit à l'oral, soit dans le chat? Bruno? Bruno. Merci Boris, c'était génial, vraiment super, très didactique, clair, y compris pour un non-généticien que je suis. Effectivement, là, je voulais te poser par rapport à la pharmacogénétique, que je suis toujours très intrigué justement du lien par rapport avec toujours la dose. On parle que de dose, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un problème de dose ou c'est un problème d'équilibre entre catabolites? J'entends par là qui ont des propriétés pharmacologiques complètement différentes. À un moment donné, tu parlais justement, tu as montré effectivement le papier sur l'utilisation des tricycliques. Un bon exemple, c'est clomipramide, desméthylclomipramine, n'ont pas du tout le même profil pharmacologique. Et donc, en fait, est-ce que c'est vraiment une question de dose ou justement d'équilibre, par exemple, entre deux catabolites au profil pharmacodynamique complètement différent? Et tout à fait, c'est une excellente question je pense que ça va être un domaine dans lequel il faut absolument qu'on implique des pharmacologues parce que c'est des choses qui vont être aussi en termes d'équilibre, en termes de demi-vie, tout ça, ça va être des choses qui vont rentrer dans les paramètres. Et il y a très probablement des métabolites qui sont extrêmement importants. Et donc, si on a un métabolisme rapide, peut-être qu'en fait, on a plus de métabolites actifs finalement. Enfin, et les choses ne sont pas aussi simples que je le dis. Il y a des leviers en pharmacogénétique. On voit bien que c'est quelque chose qui pourrait rendre service à beaucoup de patients. Et en même temps, il y a une complexité même de ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la psychiatrie est un peu en avance même sur les autres spécialités par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de spécialités, peut-être encore un peu la cancérologie où il se pose ces questions de dose, de métabolites. Et après, on a toujours la possibilité de doser aussi les médicaments. Donc, il faut la pharmacogénétique, il ne faut pas qu'elle remplace un dosage qui pourrait être utile en disant bon bah tiens, mon patient il est sous respiridol, est-ce qu'il prend bien sa respiridol, etc. Mais ça peut expliquer pourquoi certains patients, des fois, sont trop bas. C'est pas qu'ils prennent pas leur traitement, c'est qu'ils ont un métabolite, etc., qui est comme ça, un métabolisme qui est comme ça. Et je la vois plus comme une aide à la décision que quelque chose de définitif là-dessus. Mais effectivement, il faut qu'on prenne en compte les métabolites aussi, qui peuvent avoir un rôle. Mais ça va rendre des modèles assez complexes, hein. C'est des choses qui vont être statistiquement des modèles qu'il va falloir. On voit bien qu'on va flirter un moment avec la question des jumeaux numériques, de l'intelligence artificielle, de modélisation de grandes données. On arrive dans ce domaine-là. Et c'est la psychiatrie qui le porte, c'est intéressant. Merci beaucoup, Boris. Vous avez encore des questions? Oui, peut-être. David Misraï de Bordeaux. Merci beaucoup, Boris. On a toujours l'impression quand on t'écoute, et c'est tellement clair qu'on pourrait faire de la génétique, nous aussi. J'avais deux questions pour vraiment, enfin, le béotien que je suis. Il y avait la question du séquençage ADN. On est bien d'accord qu'il faut aussi avoir les parents les prélèvements des parents. Et on a une discussion aussi dans l'occasion d'une RCP, nous, au local, où il y en a qui prônent toujours les GWAS en disant qu'il y a des éléments dans le séquençage qu'on ne peut pas obtenir autrement qu'en ayant des GWAS. Alors, je crois que c'est notamment le nombre de copies, etc. Donc, est-ce que le séquençage aurait aussi des limites qui nécessiteraient qu'on ait aussi l'utilisation d'autres des techniques plus anciennes? Alors, je ne vous fais pas la même réponse, merci beaucoup, hein. Je ne vous fais pas la même réponse aujourd'hui que ce que j'aurais fait il y a un an ou deux. C'est-à-dire que c'est une telle évolution dans la génétique que aujourd'hui, avec le séquençage de génome, on ne rate plus les délétions duplication. Voire même, j'ai des cas de patients pour lesquels on avait fait des puces soit de génotypage, soit de ce qu'on appelle les CGH-array. On cherche des délétions duplication spécifiquement avec ça, et on ratait certaines des délétions parce qu'elles sont trop petites et qu'on n'arrive pas à les voir. Avec le séquençage, on les voit. Donc c'est vraiment un enjeu bioinformatique, ça, qui maintenant est assez bien résolu dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Donc ça, je pense que le génome en première ligne, c'est assez bien fait. Euh, donc, et l'autre vertu, c'est que ça simplifie le parcours. C'est-à-dire que si je vous dis, il faut d'abord faire ça, puis vous revenez me voir dans 3 mois, parce que peut-être le résultat sera comme ci, puis il faut refaire un autre. Non, je pense maintenant, c'est d'emblée. L'autre point, c'est qu'avant, on disait, on séquence uniquement des trios, c'est-à-dire l'enfant et les deux parents, parce que c'est là où on avait le plus de chances de trouver en pouvant raisonner s'il y a des facteurs hérités, pas hérités, etc. Ça ne doit plus être une limite, et ça c'est assez clair dans le plan maintenant, qu'on peut faire des patients, par exemple des gens qui ont été adoptés, voilà, on n'a pas les parents, des fois les parents, il y en a malheureusement qui sont disparus ou qu'on fuit dans la nature très loin. Ça ne doit plus être un frein à faire de la génétique, et c'est juste que ça limite nos capacités d'interprétation des variants derrière. Par exemple, si je cherche des choses qui seraient que chez l'enfant et pas chez les parents,
Si j'ai pas les parents, bah, c'est plus difficile de chercher. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même on peut quand même trouver des choses. Et on a quand même trouvé des choses dans juste un seul cas qui est séquencé. Donc, je pense qu'il faut pas se freiner là-dessus, mais c'est pas forcément ces cas-là par lesquels je commencerai, parce que si on commence par ça, on risque d'être un petit peu déçu en termes de rendement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va démoraliser les équipes. D'accord. Merci beaucoup, hein. Avec plaisir. Bon, s'il n'y a plus de questions brûlantes, d'abord, je vous incite à contacter Boris si vous avez des questions après ou si vous voulez revoir cette conférence qui sera comme d'habitude parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé la question disponible pour que vous puissiez la revoir, soit vous, soit avec vos équipes, soit avec vos internes. Je vous incite à le faire parce qu'on a vraiment une mission de formation et de diffusion de ce type d'informations qui sont effectivement des grandes chances pour la France, mais que malheureusement le système de soins français ne saisit pas. Donc, je me permets d'insister pour que vous utilisiez cette vidéo qui était effectivement très didactique et que vous la diffusiez dans vos services ou parmi vos équipes. Donc, un très, très grand merci à Boris pour tout ce qu'il fait pour le domaine et pour avoir pris le temps de venir partager tout ça avec nous. Et encore une fois, pour tout ce qu'il fait pour le PEPR, on va avoir encore plus d'informations pour tous nos patients, pour les centres qui vont participer à cette étude qui promet d'être une très belle étude et un très beau projet. Donc pour conclure, je vous rappelle que la prochaine fois, on se retrouve pendant l'école d'automne, soit en présentiel pour ceux qui viennent, soit, je pense, en distanciel. Et on accueillera à la conférence le professeur Peter Falkay, qui vient partager avec nous le fonctionnement du réseau similaire au réseau des centres experts qui est en Allemagne, eux, ils s'appellent les centres d'excellence. Et je lui ai demandé de nous expliquer en pratique quel est l'impact pour leurs patients en Allemagne des évaluations approfondies qu'ils font. Donc, on vous donne rendez-vous de mémoire le 17 octobre. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi et un grand merci pour votre attention. À très bientôt.